On ne lui avait pas demandé son nom. Pas un bonjour, pas même un regard, seulement des yeux hostiles posés sur son corps comme une condamnation. Ce matin-là, dans le froid tranchant de novembre, l'entrée du palais de justice d'Arleston semblait plus glaciale que jamais. Et pourtant, ce n'était ni la température, ni le vent qui coupait le souffle de Maëlys Cardet. C'était ce qui l'attendait à l'intérieur. Elle était juge, fédérale, respectée, redoutée. Mais pour cet agent de sécurité, elle n'était qu'une femme noire au regard trop droit. L'injustice ne commence jamais par un cri. Elle commence par un silence. Et ce jour-là, c'est le sien qu'on a tenté d'étouffer. Maëlys n'avait jamais eu besoin de crier pour imposer sa légitimité. Sa voix posée, ses mots tranchants comme le marbre, suffisaient à faire trembler plus d'un procureur. Mais ce matin-là, face à un uniforme trop sûr de lui, sa voix n'avait pas suffi. Sortez de la file. L'ordre était tombé sec, brutal. Pas d'explication. Juste une suspicion lancée comme une gifle. « Il y a un problème, monsieur », demanda-t-elle calme. Mais son calme, justement, semblait irriter l'agent. Il la regardait comme on observe une anomalie, comme si une femme comme elle n'avait rien à faire ici. « Vous avez pas l'air d'une magistrate. Pas de badge visible, pas de robe, et puis ce look. » Il ne termina pas sa phrase. Il n'avait pas besoin. Le sous-entendu suintait dans chaque syllabe. Trop fière, trop sûre, trop libre. Elle sortit lentement son badge fédéral et le présenta. L'agent le prit sans même y jeter un œil, puis le glissa dans sa poche. « Il va falloir procéder à une fouille spéciale. Je ne suis pas d'accord, vous n'avez aucune raison valable. » Mais déjà, il la saisissait par le bras, pas violemment, mais avec cette fermeté qui dit « Je peux faire pire ». Et elle le savait. Elle avait vu ce regard-là dans bien trop de salles d'audience. La déshumanisation. Il la fit passer par un couloir discret. Loin des regards, loin des témoins, une porte se referma derrière eux. Une pièce nue, une chaise, une tondeuse. Elle comprit, et son cœur se serra, pas de peur, de rage. Vous n'avez pas le droit, vous êtes suspecte. Vous pourriez dissimuler quelque chose dans ses cheveux, sa couronne, ses racines, cette part d'elle que même les tempêtes n'avaient jamais arrachée. Elle tenta de se relever. 2 autres agents entrèrent. L'un posa la main sur son épaule, l'autre alluma la tondeuse. La première mèche tomba au sol, puis une autre, puis une autre. Chaque boucle tombée résonnait comme un coup de tonnerre dans son âme. Pas un cri, pas une larme, seulement un silence qui hurlait. Et lui, l'agent, souriait, triomphant, ignorant encore ce qui l'attendait. Lorsqu'il eut fini, il lui tendit son badge avec un sourire narquois. « Vous voilà prête, madame la juge. Vous pouvez aller à votre audience maintenant. » Elle se redressa, récupéra son badge et sortit droite, la nuque nue, le regard brûlant, l'honneur dans la honte. Dans 10 minutes, elle présiderait l'audience la plus importante de l'année, une plainte collective contre les abus systématiques des forces de l'ordre. Dans 10 minutes, ce même agent entrerait dans la salle et découvrirait la femme qui l'avait humiliée, tondue comme une criminelle, assise sur le banc du juge. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte? Et on continue l'histoire maintenant. Le silence dans la salle d'audience n'était pas simplement un silence d'étonnement, c'était un silence de rupture. Quelque chose venait de se fissurer dans les fondations mêmes de ce lieu. Maëlys gravit les 3 marches menant à son siège, comme on gravit les marches d'un échafaud. Sauf qu'ici, c'est elle qui tenait la hache. Et elle savait précisément où frapper. Elle n'avait pas prononcé un mot en entrant. Elle n'en avait pas besoin. Son crâne fraîchement rasé suffisait à raconter ce qui s'était passé et à exposer l'absurdité d'un système où un juge noir pouvait être tondu comme une prisonnière à la porte de son propre tribunal. Et pourtant, elle était là, assise, digne, intacte. Audience du tribunal fédéral d'Arleston, séance ouverte. Sa voix claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. Le greffier, visiblement bouleversé, bafouilla les premières lignes de la procédure. Les avocats présents évitaient son regard, certains par honte, d'autres par peur d'y lire ce qu'ils refusaient d'admettre. Ils faisaient tous partie de ce théâtre silencieux. Et lui, l'agent, Colbert. Debout au fond de la salle, il la vit, il la reconnut. Et soudain, son assurance se craquela.
Elle croisa son regard, lentement, intentionnellement. Pas de colère, pas de vengeance, juste une certitude tranquille, celle que la justice allait parler. Mais pas comme avant. La salle était pleine. Et pourtant, elle n'avait jamais semblé aussi nue. Maëlys déroula la procédure sans trembler. Chaque mot qu'elle prononçait portait le poids de son vécu. Chaque échange dans cette salle devenait un miroir, tendu à la société entière. Et à mesure que l'audience avançait, les regards se posaient moins sur son apparence et davantage sur ce qu'elle incarnait. Une femme à qui on avait tout tenté d'ôter, sauf la vérité. Puis vint le moment où le directeur des services de sécurité fut appelé à la barre. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas au programme. Mais Maëlys fit un signe à la greffière. Ajoutez un témoin supplémentaire, appelé d'office par le tribunal, M. Alain Colbert. Un souffle glacé parcourut la salle. Le silence redevint pesant. L'homme tenta de protester, mais elle le coupa net. « Monsieur Colbert, vous êtes tenu de témoigner, ici, maintenant. » Il s'approcha, lentement, les mains moites, la nuque raide. Quand il s'assit à la barre, il évita soigneusement de la regarder. Mais elle ne détourna pas les yeux, pas un instant. Elle ne l'interrogea pas tout de suite. Elle sortit calmement un document de son dossier. Une photo, celle d'elle-même prise par une caméra de sécurité dans la salle où elle avait été tondue. Elle la tendit au greffier. « Faites circuler, s'il vous plaît, pièce 47B. » Puis, seulement alors, elle s'adressa à lui. « Monsieur Colbert, reconnaissez-vous cet espace? » Il déglutit. « Oui. » « Et reconnaissez-vous cette personne? » « Oui. » « Que s'est-il passé ce matin? » Il hésita. Elle insista plus fort. « Dites-le à voix haute, devant ce tribunal. » Le silence fut encore plus long cette fois, puis enfin il cracha. « On l'a tondu. » Des murmures horrifiés s'élevèrent. La juge leva la main. Silence. « Sur quelle base? » Il ne répondit pas. Elle répéta. « Sur quelle base, monsieur Colbert? Quel article de loi vous autorisez une tonte capillaire à un magistrat fédéral sans motif valable ni mandat? » Il baissa la tête. « Aucun. Vous avez donc agi en toute illégalité, par abus de pouvoir, par préjugé, par mépris. » Ses mots ne tremblaient pas. Sa voix restait froide, mais dans ses yeux, une flamme brûlait. Ce n'était plus une audience, c'était une mise à nu du système. Le tribunal tout entier semblait suspendu à ses lèvres. « Monsieur Colbert, à partir de cet instant, vous êtes placé en détention provisoire pour violation des droits fondamentaux d'un citoyen, d'une magistrate, d'une femme. » Il ne dit rien. Il savait. Et dans la salle, personne ne bougea, parce que tout le monde savait à cet instant que quelque chose venait de basculer. Pas seulement une audience, mais tout un rapport à l'autorité. Tout un silence institutionnel que Maëlys venait d'éventrer à main nue. Elle s'était levée, là où tant d'autres avaient été forcés de se taire. Et elle n'avait pas levé la voix, elle avait levé la justice. La nouvelle s'était répandue plus vite qu'un incendie en pleine saison sèche. Une juge fédérale tondue à l'entrée de son propre tribunal. Les rédactions avaient d'abord cru à une rumeur absurde. Mais la vidéo, cette foutue vidéo captée par une caméra oubliée dans le couloir, avait tout confirmé. Et maintenant, tout le pays regardait. Les médias se bousculaient à l'entrée du tribunal d'Arleston. Des pancartes avaient fleuri comme des fleurs sur le béton. « Justice pour Maëlys »,« Le pouvoir ne protège pas du racisme »,« Nos cheveux, notre dignité ». Mais à l'intérieur, l'agitation ne l'atteignait pas. Pas encore. Maëlys Cardès s'était enfermée dans ses quartiers. Pas pour fuir, pour réfléchir, pas sur ce qu'elle allait dire, mais sur ce qu'elle allait faire. Parce que punir un homme, ce n'est pas réparer un système. Assise devant le dossier du jour, elle relisait les plaintes, détention abusive, fouilles illégales, humiliation, des dizaines de témoignages, et à chaque ligne, un écho de ce qu'elle avait vécu. Elle aurait pu classer tout ça. Elle aurait pu se contenter de sanctionner, de statuer. Mais il était trop tard pour les demi-mesures. Elle se leva, se dirigea vers l'étagère, en sortit un épais carnet noir qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Un projet jamais présenté. Une réforme complète de la procédure de sécurité dans les institutions judiciaires. Un rêve enterré, parce qu'il aurait dérangé trop de gens. Mais ce matin, son crâne rasé brûlait comme un manifeste vivant. Alors elle le posa sur la table, et elle décida, ce rêve deviendrait loi. Dans les jours qui suivirent, ce fut la tempête.
Le ministère de la Justice ouvrit une enquête. Plusieurs hauts fonctionnaires tentèrent d'étouffer l'affaire. On essaya de discréditer Maëlys dans la presse, d'évoquer des tensions internes, de remettre en question sa légitimité. Mais rien n'y faisait. L'opinion était avec elle, et la vérité avait déjà pris trop d'avance. Chaque jour, dans la salle d'audience, Maëlys prononçait les jugements avec une autorité plus tranchante que jamais. Mais chaque soir, elle écrivait, révisait son projet, consultait des juristes, contactait des élus. Et un soir, sans prévenir, elle le déposa officiellement sur la table du Sénat. La charte Cardet venait de naître. Un texte clair, radical, intransigeant, suppression des contrôles humiliants sans mandat. Sanctions automatiques pour discrimination dans les institutions, caméras obligatoires dans tous les points de fouille, protection renforcée pour les agents victimes de harcèlement hiérarchique. Un texte qui dérangeait, mais qui devenait viral, et les témoignages affluèrent. Des femmes juges, des avocates, des greffières, des agentes, des détenues, toutes avaient un jour été réduites à leur corps, à leurs cheveux, à leur voix qu'on avait refusé d'écouter. Mais maintenant, elles parlaient, et Maëlys devenait leur porte-voix. Pendant ce temps, le procès de Colbert prenait une tournure inattendue. Il refusa de s'excuser. Par fierté? Par stratégie? Peu importait. Ses propres collègues commencèrent à témoigner contre lui. Certains parlaient enfin. D'autres voulaient sauver leur peau. Et Maëlys, assise en tant que témoin au procès, raconta ce matin-là. Chaque minute, chaque geste, sans colère, sans détour. Le silence qui suivit son témoignage fut glacial, mais personne ne détourna le regard cette fois. Il n'y avait plus de doute, ce n'était pas un incident isolé, c'était une faille, une habitude, un système. Et ce système, elle était en train de le fissurer, d'un coup de marteau à la fois. Le procès de l'agent Colbert toucha à sa fin un mardi matin, sans éclat, pas de larmes, pas d'éclat de voix, juste un verdict prononcé dans une salle pleine, mais figé comme un mausolée. Coupable. Abus d'autorité, voie de fait. Détention arbitraire. Atteinte à l'intégrité morale d'un magistrat en exercice. Il fut menotté dans un silence presque solennel, sans un mot. Et pourtant, à ce moment précis, ce n'est pas Colbert que tout le monde regardait. C'était elle, Maëlys Cardet, restée debout, droite, les bras croisés, le crâne toujours nu. Elle n'avait pas repris ses perruques. Elle ne voulait pas, parce que son apparence n'était plus une blessure. C'était un symbole. Et elle avait compris que les symboles sont plus puissants que les discours. Mais à chaque victoire, son lot de représailles. À peine le procès clos, la machine institutionnelle se retourna contre elle. Conflit d'intérêts, usage personnel de l'appareil judiciaire, instrumentalisation de la justice pour des causes politiques. Les mots étaient polis. Le poison, lui, ne l'était pas. Un audit fut lancé contre sa cour. Ses anciens alliés l'évitèrent. Certains collègues commencèrent à murmurer. Elle recevait des lettres anonymes, des regards lourds dans les couloirs. On la traitait de militante, de provocatrice, de menace pour la neutralité de la justice. Mais elle ne bougea pas. Pas d'un centimètre. Elle n'était pas devenue dangereuse. Elle avait simplement cessé d'être docile. Un soir, alors qu'elle quittait le palais sous la pluie, une jeune stagiaire l'attendait devant la grille. Elle n'avait pas parlé depuis le début de son stage, discrète, presque invisible. Mais là, elle s'avança, tremblante. « Madame la juge, je voulais juste vous dire ce que vous avez fait, j'ai jamais vu quelqu'un oser ça. Pas ici, pas comme ça. » Maëlys la regarda longuement, puis elle hocha la tête. « Alors, assure-toi de ne jamais attendre que quelqu'un d'autre ose à ta place. » Et elle rentra chez elle. Les semaines passèrent, et quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'on tentait de la faire taire, son nom se murmurait dans les écoles de droit. Ses décisions étaient étudiées, ses phrases citées, ses audiences rediffusées. Puis un matin, sans prévenir, une proposition tomba sur son bureau. Le ministère de la Justice souhaitait organiser une rencontre confidentielle, un échange sur les réformes en cours, sur la représentation des minorités dans les institutions judiciaires. Elle sourit à peine. Elle savait ce que cela voulait dire. Ils ne peuvent plus te faire taire. Alors maintenant, ils veulent t'intégrer. Mais elle accepta. Pas pour s'excuser, pas pour faire la paix, pour avancer, avec ses conditions. Et au même moment, dans une autre ville, à des centaines de kilomètres,
une étudiante prenait la parole dans un amphithéâtre. Elle raconta l'histoire de Maëlys, avec ses mots, son regard, son feu. Elle n'avait pas été témoin, mais elle avait vu la vidéo, elle avait lu les articles. Et elle s'était dit, « Moi aussi, je peux refuser de baisser les yeux. » C'était ça, le pouvoir d'une histoire vraie. Pas de convaincre, de contaminer. Maëlys n'avait pas seulement puni un homme, elle avait révélé un système, et elle avait osé le regarder en face. Le jour de la réunion avec le ministère, Maëlys n'avait rien laissé au hasard. Pas de maquillage, pas d'artifice, un tailleur noir, sobre, impeccable, et ce crâne toujours nu, toujours assumé. Elle entra dans la salle de conférence comme on entre dans une arène, non pour se battre, mais pour s'assurer que personne n'oublie qui elle est. Autour de la table, des costumes bien repassés, des sourires crispés, des mains moites qui pianotaient sur des tablettes. Un secrétaire d'État, visiblement mal préparé, tenta de briser la glace. « Juge Cardet, permettez-moi de vous dire que votre parcours est inspirant. » Elle le regarda, fixement, sans répondre. Puis elle ouvrit son dossier. « Je ne suis pas ici pour inspirer, je suis ici pour réformer. Car trop souvent, on transforme les survivantes en symboles, pour éviter d'en faire des partenaires. » La réunion dura 3 heures. 3 heures où elle exposa chaque faille du système, chaque silence complice, chaque pratique honteuse couverte par l'habitude. On l'écouta, on grimaça, on tenta de minimiser, mais elle ne céda rien. Et à la fin, elle posa ses conditions. « Si cette réforme ne passe pas dans les 6 mois, je démissionne de la magistrature, mais je parlerai, partout, tout le temps, jusqu'à ce que vos murs s'effondrent. » Le chantage était clair. Mais ce n'était pas un caprice, c'était une certitude. Parce qu'à cet instant précis, Maëlys savait qu'elle avait plus de pouvoir en dehors du système qu'à l'intérieur. Et ça, il le savait aussi. La peur changeait enfin de camp. Les semaines qui suivirent furent électriques. Des oppositions politiques, des débats publics, des tentatives de blocage. Mais chaque attaque déclenchait un raz-de-marée d'indignation. Chaque article contre elle ne faisait que la rendre plus incontournable. Et un jour de printemps, 6 mois jour pour jour après la réunion, le décret fut signé. La charte Cardet devint loi. Pas un miracle, pas une fin, mais une brèche. Une première faille légale dans un édifice cimenté par les siècles. Et ce jour-là, Maëlys ne retourna pas siéger. Elle se rendit dans un lycée. Devant une salle remplie d'adolescentes en uniforme, elle raconta, pas son parcours, son silence, et le jour où elle avait décidé de le briser. Puis elle conclut, « Je ne suis pas devenue juge pour être respectée. Je suis devenue juge pour être entendue. Et aujourd'hui, je veux que ce soit vous qu'on entende à ma place. » 3 mois après l'adoption de la charte Cardet, la juge Maëlys quitta la magistrature, volontairement, sans scandale, sans discours officiel. Un simple courrier, remis en main propre au greffe, rédigé en 2 phrases. « J'ai servi la loi. Maintenant, je servirai la vérité ailleurs, et je n'aurai plus besoin de robe pour qu'on m'écoute. » Le système, elle ne voulait plus le combattre de l'intérieur. Elle voulait le contourner, le dépasser, le forcer à se redéfinir face à une société qui n'en voulait plus des miettes, mais du plat entier. Et elle n'était plus seule. Des collectifs naquirent dans plusieurs régions. Des femmes décidèrent de parler, d'exiger, de déposer plainte. Certaines furent sanctionnées. Mais cette fois, on les vit, on les entendit. Parce que Maëlys avait cassé le premier verrou. 1 an plus tard, elle fut invitée à prendre la parole devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elle raconta son histoire, debout, sans notes, le regard fixe. Elle parla de ce matin-là, de la tondeuse, du badge confisqué, de la honte qu'on lui avait jetée comme une condamnation, et de la dignité qu'elle avait récupérée sans permission. Et dans la salle, ce jour-là, on ne l'écoutait pas parce qu'elle était victime, mais parce qu'elle était preuve. Preuve que la justice peut être tordue, mais redressée. Preuve que l'humiliation ne gagne que lorsqu'on se tait. Preuve qu'une femme noire, silencieuse, peut devenir un ouragan quand elle choisit de parler. Ce soir-là, seule dans son appartement, elle reçut une lettre manuscrite. Pas de signature, seulement 2 phrases. « Je vous ai regardé vous relever, et maintenant je me relève aussi. » Elle sourit. L'avenir serait rude, mais il serait possible. Parce que ce que la peur n'a pas réussi à faire taire, la vérité l'amplifie,
Et à présent, ce n'était plus son combat, c'était le nôtre. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a marqué. Alors ne laisse pas ce message se perdre. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour que ces récits puissants, réels et nécessaires continuent d'exister. Tu fais partie du changement. Et cette voix maintenant, c'est aussi la tienne.